et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain et c'est tout de suite. Un goût de Moyen-Âge aux abords de Paris, c'est en coulisses du château de Vincennes. On vous prévient, il va falloir monter quelques marches. La renommée d'un palace passe aussi par sa cuisine aujourd'hui. C'est le chef Jérôme Banquetel qui nous reçoit dans un cadre étoilé. Pas d'inquiétude, vous ne croiserez pas de mammouth dans la capitale, mais voici 3 adresses pour revivre l'histoire façon Cro-Magnon. Ici, on touche avec les yeux, mais on pique avec les doigts. Immersion dans le savoir-faire des artisans tapissiers de maisons brasées. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est Point de vue. Le recyclage est à la mode et c'est tant mieux. S'inscrivant parfaitement dans cette tendance cul de bouteilles, détourne les bouteilles de vin pour les transformer en verre, en vase et en bougies et ainsi leur donner une seconde vie. Née dans une grange du Pas-de-Calais, cette entreprise a pris son envol et emploie désormais une dizaine de personnes. Cheers! Une chaise qui devient un objet d'art, c'est l'œuvre du designer Jean Prouvé. Figure du design industriel, il crée dans les années 30 la chaise standard. Son petit plus, des pieds arrière bien solides en acier laqué qui empêcheront des générations d'écoliers dissipés de se balancer sur leur assise. Bien envoyé, Jean. Dans la famille née sur Instagram puis arrivée en librairie, je voudrais la vie moderne. L'illustrateur Livio croque à merveille des scènes de vie absurdes et certifiées au fil des pages, mais aussi de son conte Livio ou la vie moderne. Réflexion sur toute une génération pleine de contradictions. Il y en a plus d'un qui se reconnaîtront. Je me trompe? La chapelière Pauline Brosset aurait pu coiffer la mafia américaine des années 20, mais on a eu de la chance. Elle, son truc, c'est plutôt le 21e siècle. Notre indispensable de sa collection, le Fedora en feutre. Fabriqué dans son atelier à Paris de manière artisanale, ils sont faits sur mesure. Nous, on dit chapeau l'artiste. Taillot partait à l'assaut du château de Vincennes qui a traversé les âges et gardé les empreintes de l'histoire dans ses murs épais. À quelques encablures du centre de Paris se trouve l'une des dernières forteresses de la région, le château de Vincennes. Un château qui a davantage l'apparence d'un village fortifié que d'un château fort. De simples pavillons de chasse en 1157 à résidence royale d'Henri V, puis prison ou encore quartier général de division SS lors de la Seconde Guerre mondiale, le château a eu plusieurs vies. Et avant d'accéder à des endroits bien gardés du public, notre guide Pascal Monet nous en dit un peu plus sur cette riche existence. Alors, l'histoire de ce château de Vincennes est assez complexe et très longue, puisqu'en fait, depuis le XIIe siècle, il y a eu une occupation. Cette occupation, elle était dans un bâtiment qui a malheureusement disparu, ce qu'on appelait le manoir de Saint-Louis. Donc on est dans un lieu qui finalement a eu beaucoup de transformations, à la fois au niveau de son architecture et au niveau de son histoire, puisque le donjon, après avoir été un logis royal, est devenu une prison, et puis c'est devenu une citadelle militaire avec Napoléon Ier, à partir de 1806-1808. Affectation qu'elle gardera jusqu'à de nos jours, puisque une partie du pavillon abrite actuellement près de 450 km d'archives qui sont les archives de l'armée, gérées par le ministère des Armées. Baissez le pont-levis et enfilez votre armure, direction le donjon pour accéder à des parties interdites au public. Après plusieurs grilles et portes fermées à double tour, nous voici dans ce qui était la partie réservée aux enfants de Charles V. Et vous vous doutez bien qu'à l'époque, cette pièce était bien moins sobre. Alors il faut s'imaginer que le château, le donjon tel qu'il est actuellement, est un petit peu l'ombre de lui-même en l'occurrence, même si les aspects extérieurs bien évidemment sont les mêmes, mais la décoration intérieure était radicalement différente, puisqu'il suffit de relire les chroniques au temps de Charles V, c'est-à-dire à peu près au milieu du XIVe siècle, pour voir que c'était un bâtiment qui était extrêmement bien décoré. Donc il faut s'imaginer que cette pièce, elle était recouverte de lambris, de tapisseries, de différentes décorations qui ont malheureusement, pour la plupart d'entre elles, disparu. On ne sait malheureusement pas quand ces décorations ont disparu, mais on se doute que c'était avant que cette pièce ne devienne des cachots. Car oui, après une période faste et royale, le donjon s'est transformé en prison d'État au milieu du XVe siècle.
Mais la prison à l'époque, sous l'Ancien Régime, n'est pas une peine en soi. C'est simplement un petit peu une période intermédiaire, en l'occurrence, avant la partie judiciaire et surtout la partie où le prisonnier va être soit être emmené à l'échafaud, au bûcher, selon la peine, ou alors dans d'autres forteresses du royaume. Donc Vincennes, il y avait parfois que 25, 30 ou voire 35 prisonniers qui étaient enfermés en même moment. Parmi les pensionnaires célèbres, Diderot, le marquis de Sade ou encore Mirabeau, et parmi les moins connus, de nombreux ont laissé une trace de leur passage sur les murs. La trace la plus vieille date de 1582. Le château a connu de nombreuses restaurations et fouilles archéologiques, et c'est pourquoi, derrière le donjon, à l'abri des regards, se cache la réserve archéologique du château. Dans les années 1980-1990, il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques dans le château, notamment dans la zone de l'ancien manoir de Saint-Louis et puis dans la zone du donjon, ce qui fait qu'on a pratiquement découvert plus de 20 000 pièces archéologiques, alors d'une teneur très différente les unes et les autres. Ça peut être soit des simples tessons, des bouts de fer, des bouts de poterie, du verre également, donc ce qui montre un petit peu l'histoire de ce château. Un dédale de caisses pleines qui regorge de trésors archéologiques, parfois en morceaux ou en entiers. Et après ce petit tour, on ne pouvait pas quitter le château de Vincennes sans aller jeter un œil dans la Sainte-Chapelle, un joyau du gothique flamboyant avec ses vitraux qui pour la plupart sont d'origine. Un écrin médiéval aux portes de Paris qui a évolué au fil des siècles et qui continue encore aujourd'hui à faire rêver d'histoire, de capes et d'épées. Aux manettes du Gabriel, le restaurant du palace parisien La Réserve, officie le chef 2 étoiles Jérôme Banquetel. Portrait gourmand. Il a d'abord imaginé sa vie un ballon au pied, mais c'est finalement les couteaux à la main qu'il passe le plus clair de son temps. Jérôme Banquetel, chef cuisinier, est aux commandes des fourneaux de ce palace parisien depuis son ouverture en 2015. Et comme chaque matin depuis 2015, il reçoit de nouveaux produits. Aujourd'hui, c'est Vanessa qui lui apporte son petit marché du jour. J'aime bien quand elles sont petites comme ça, on les mange crues. Après plus de 20 ans à servir le chef, Vanessa connaît bien ses goûts. On passe nos journées ici, on n'a pas trop le temps d'aller sur les marchés ou voir les producteurs et tout. Donc elle nous amène les producteurs au restaurant. Donc voilà, ça nous donne de dire bah tiens, prochaine carte, il faut qu'on travaille ça. La fraise vient d'arriver, donc tout de suite, le pâtissier, ça va lui donner des repères pour aller sur la création de ses desserts. L'absinthe, bah, on ne connaissait pas, mais déjà on sait que c'est sur le marché. Breton d'origine, Jérôme Banquetel a fait ses armes auprès des plus grands. 8 ans chez Bernard Pacot, 10 chez Alain Sanderins. Mais il fallait bien que l'oiseau prenne son envol et quitte le nid. Et quel nid! La création d'un palace parisien avec carte blanche pour son futur restaurant, le Gabriel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Une nouvelle aventure, mais surtout un nouveau challenge pour le chef. La première carte qu'on lance, quand on a travaillé 18 ans derrière des chefs, une grosse pression pour moi personnellement, parce que c'était mon nom. Je me cachais plus derrière un nom, donc c'était le mien. Et difficile de se détacher de ses deux mentors. Il y avait du Pacot, du Sanderins, du Jérôme Banquetel, mixé. On changeait souvent le soir, parce que le lendemain, on avait envie que ça soit différent. Et le lendemain, on rechangeait parce que c'était pas vraiment tout ce qu'on avait. C'était une année vraiment tous les jours. On imprimait beaucoup de cartes, on changeait beaucoup d'idées. On s'est même dormi ici tellement c'était prenant. Pourtant, il ne faut pas longtemps pour que le succès soit au rendez-vous. 1 an après l'ouverture seulement, le chef et son équipe décrochent 2 étoiles d'un coup. Rien que ça. Ensuite, on s'est posé, on a repris plat par plat et on s'est dit est-ce que là, on va plus loin ou on reste dans la même catégorie? Donc, on a tout supprimé. Et voilà, maintenant, c'est quoi? C'est une cuisine qui reste toujours le produit, un peu plus technique qu'elle l'a été. Voilà. Technique, c'est pour la régularité. Technique, je me sens mieux avec ça. C'est pour moi, je sais que ça sort toujours pareil. Et ça, c'est hyper important là, pour moi. Il y a
Sa cuisine bien sûr, mais aussi sa rigueur. Le chef a, comment dire, un léger penchant pour le travail bien fait. Il est dans sa cuisine à chaque service 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Et avec ses adjoints, il ne laisse rien au hasard. On dresse toutes les assiettes. Donc, toutes les assiettes passent par nos mains. Et le fait que nous soyons le rempart à la salle, au moins on est d'accord avec ce qu'on envoie. On vérifie tout, la cuisson, l'assaisonnement. On fait toujours un produit de plus pour goûter, même au moment où on va le servir. Donc c'est vraiment beaucoup de maîtrise. Après le service, pas de repos pour le chef et son adjointe. On travaille à 2, c'est très facile. C'est une personne avec qui, tellement on se connaît parfaitement que c'est très rapide. Je lui dis non, ça c'est pas bien, tiens, on devrait travailler ça. Et puis en 3-4 minutes, on a déjà une idée, on peut travailler dessus. On lance des idées le soir, on en parle tous les deux. Le matin, elle se met dessus, on goûte, et puis on affine. Et puis des fois, on laisse tomber parce qu'on est parti trop loin, puis c'est pas nous. Et puis des fois, on revient dessus parce qu'on a retrouvé une idée. Et voilà, et donc c'est continuellement comme ça. Cet après-midi, ils réfléchissent à une nouvelle recette, une lotte frottée aux épices et séchée au frigo, accompagnée d'asperges. Il manque quelque chose. Et ça fait une semaine qu'ils planchent sur cette nouvelle assiette. Une exigence que Lynn connaît bien depuis pas mal d'années. J'ai rencontré depuis 2008. Et tout de suite, je me sens très bien dans sa cuisine, de très bien bosser avec lui, sa personnalité, très dure. Mais on se pose toujours des questions, il nous pousse toujours à aller plus haut. Le bas est toujours très haut par rapport avec notre capacité. Et avec ses expériences, il nous accompagne toujours, tout le temps, pour faire mieux. Toujours mieux, toujours plus, on vous laisse alors deviner l'objectif du chef Jérôme Banquetel. Comme on dit, jamais 2 sans 3. Bonjour chef. Bonjour. Vous avez mis 1 an et demi avant d'ouvrir l'hôtel et là vous avez créé une carte, 2 cartes, 3 cartes et quand l'hôtel a ouvert, vous avez tout changé dernière minute. Pourquoi ? C'est ça. Vous savez, quand on arrive sur le projet en 2013 et qu'on ouvre en 2015, on a plein d'envies à chaque saison et quand on arrive à la saison où on doit ouvrir, on revisite complètement ce qu'on avait prévu parce qu'on n'a plus envie de le faire ou c'est plus vraiment d'actualité. Mais vous avez aussi dit que vous fonctionnez le mieux sous la pression, ce qui tombe bien pour un chef. Et du coup, cette pression pour vous était extrêmement bénéfique en fait. Tout à fait. Non, je fonctionne comme ça. J'aime bien être dans l'urgence pour créer, dans l'urgence pour me dépasser. Donc. Il y a la pression, mais il y a aussi peut-être le doute. Toujours ce doute où on se dit, est-ce que c'est vraiment c'est ça que je dois faire? Est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est tous les jours ça. Ouais. C'est tous les jours. À chaque moment de la journée, à chaque service, on se remet en question. Le doute, on est dedans tout le temps, même quand on est en haut ou qu'on veut y arriver, on doute tout le temps de ce qu'on fait. Est-ce qu'on est dans la bonne, dans ce qu'on recherche vraiment, c'est-à-dire la qualité, l'exigence. Vous avez fait, on va parler un tout petit peu de vos années d'apprentissage, vous avez fait un tour de France. En quel sens ça vous a enrichi? De connaître un petit peu les autres régions. Breton d'origine, donc très accroché au beurre et à la crème, entre guillemets, et aux produits de la mer et côté atlantique. Aller cuisiner sur la côte d'Azur, c'est vrai qu'il y a un gros changement. L'huile d'olive, moi je n'étais pas vraiment habitué, donc ça m'a enrichi. Ensuite je suis parti un peu dans le Gers, une cuisine plus axée sur les produits du canard, des oies, enfin voilà. Donc on va parler un peu de votre parcours parisien. Le parcours parisien a commencé au Crillon, dans un palace. Où je suis resté 2 ans. Et ensuite, j'ai eu la chance, avant de commencer par Sandra, d'aller chez Bernard Pacot, à Ambroisie, où là, j'ai appris les classiques. Ça, c'était la technique, plutôt. Là, voilà, les classiques, le produit, mais cuisiné simplement, dans l'exigence des traditions françaises. Après, j'ai eu la chance,
après ces 10 années de pratique du classique, d'aller voir monsieur Sandorin, c'est de pouvoir travailler avec lui à 8 ans. Alors là, c'est un gros changement. Oui, on apprend. Pour moi, il m'a appris le goût, oui. Par les testings 2 fois par semaine, par cette exigence qu'il a sur les accords méséens. Ça donne une autre vision aux cuisiniers. Pour vous, la qualité d'un grand cuisinier, c'est aussi vraiment de goûter continuellement les plats que vous faites, même s'ils sont au point, on goûte quand même pour rectifier, pour... Un plat change, même si on a des classiques qui restent sur l'année, mais le goût change au fur et à mesure. Donc il y a des moments où il faut intensifier l'acidité, des fois il faut la réduire. Donc c'est en goûtant à chaque service, même pendant le service, qu'on change un petit peu les paramètres. Vous paraissez très calme, chef. C'est comment l'ambiance chez vous en cuisine? Calme. Calme, comme vous. J'aime bien. Et le coup de feu, parfois, vous pouvez exploser. Le coup de feu. C'est 80% du service, c'est la mise en place. Donc j'aime bien que la mise en place se passe bien. Au service, chaque service est différent. Donc je ne suis pas quelqu'un qui gueule beaucoup, enfin, entre guillemets. Je suis quelqu'un qui donne l'intonation pour que chaque personne sache ce qu'il a à faire. Merci beaucoup, chef. Merci. Nos lointains ancêtres, les Cro-Magnons, savaient se débrouiller tout seuls. Eh bien, nous aussi, retour à l'âge de pierre en plein Paris. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et fait un saut dans le temps de plusieurs millénaires à la rencontre de notre ancêtre, Homo sapiens. Et notre rendez-vous avec l'histoire commence au Musée de l'Homme, avec sa vaste collection qui nous plonge dans l'histoire de l'évolution de l'homme. Donc la France, effectivement, a une longue histoire par rapport à cette archéologie, puisqu'on fait partie des lieux de la planète où est née la préhistoire. Et c'est en 1868 que l'on a découvert en Dordogne le premier crâne représentant l'homme de Cro-Magnon. Et le voici, on vous épargne les présentations, mais attention aux idées reçues, André Delpuech remet les pendules à l'heure. Les Homo sapiens de la préhistoire sont surtout pas, comme ça a pu être longtemps représenté, ces brutes un peu épaisses, vêtues de peau de bête, vivant dans des cavernes. Ce sont des gens très évolués, qui ont exactement le même cerveau que nous, qui ont exactement les mêmes capacités intellectuelles. Et si besoin était, notamment par leur production artistique, on voit que c'est des humains à part entière, capables des choses les plus exceptionnelles. En témoigne bien évidemment la grotte de Lascaux, mais également ses gravures et ses outils taillés qui trônent fièrement dans le musée et qui représentent un véritable témoignage de la période préhistorique. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec l'histoire de nos ancêtres, que diriez-vous de vous glisser dans la peau d'un de ces chasseurs-cueilleurs ? Et pour cela, on vous emmène à l'Établicienne pour participer à un atelier de confection de couteaux. Et si les couteaux d'Antoine Faucheux sont bien évidemment plus élaborés que ceux confectionnés il y a 30 000 ans, la composition reste la même, avec un manche en bois et une lame en métal. Tout un savoir-faire. Ça regroupe le travail de plusieurs matières, que ce soit le métal avec son côté froid et qui ne pardonne pas, entre guillemets, et puis le bois qui est plus souple, qui est plus tolérant. Et donc à travailler les deux matières en même temps, c'est vraiment chouette. Et si cela vous paraît un peu ambitieux, Antoine vous donne un petit coup de pouce. J'ai pré-mâché le travail, c'est-à-dire que les pièces métalliques du couteau sont déjà fabriquées. Et il y a le manche qui est aussi un petit peu avancé, c'est-à-dire qu'il est déjà détouré. Pas de panique, la plus grosse partie du travail reste pour vous. Au programme, on assemble sans se tromper de sens, on martèle, on polit, on lime, on colle et on affûte. Vous voilà maintenant prêt pour suivre les pas de l'Homo sapiens ou tout simplement pour frimer au prochain apéro en coupant le saucisson. Un bonhomme de Cro-Magnon sait certes chasser, mais il sait aussi reconnaître les plantes médicinales. Et oui, avant que le paracétamol soit notre meilleur allié, nos ancêtres utilisaient des plantes pour se soigner et apaiser les douleurs. Et pour connaître les meilleurs remèdes, nous sommes partis à la rencontre des ateliers du Bleuet, une association fondée par Diane et Mathilde, toutes deux naturopathes.
On est deux grandes passionnées de plantes médicinales et quand on s'est rencontrés, on a eu très vite l'idée de monter ensemble une association pour pouvoir remettre au goût du jour la naturopathie, les plantes médicinales et tous les remèdes naturels qu'on peut utiliser pour optimiser au mieux la santé et qui ont été beaucoup oubliés. Parce que les plantes ont énormément de vertus qu'on peut utiliser comme ça se faisait avant. Un savoir-faire ancestral qui peut s'avérer très pratique en cas de brûlure ou de coupure. Par exemple, voilà, on peut utiliser les fleurs de souci, les fleurs de calendula pour faire un baume pour soigner tout ce qui va être plaies, brûlures, petites blessures. Donc on prend simplement des fleurs de souci qu'on fait macérer dans de l'huile pendant 2-3 semaines. Et puis après on filtre et voilà, ça fait un macérat huileux de souci à appliquer sur la peau. À chaque atelier, bougies, bâtons de fumigation et atmosphère apaisante sont de mise. Et cette semaine, après 1h30 de conseils et d'échanges, les participantes repartent avec un sachet de tisane pour soigner les douleurs menstruelles. Et avec ces 3 adresses, on espère que vous vous sentez maintenant un peu plus proche de vos ancêtres qui ont encore plein de choses à nous apprendre. Vous êtes bien assis, alors restez-le car on vous emmène découvrir l'artisanat de la maison Brasé qui fait perdurer la tapisserie sous toutes ses formes. Un artisan tapissier, c'est celui qui conçoit ou fabrique tout ce qui touche à la décoration textile. Au Moyen-Âge, leur rôle consiste essentiellement à décorer les châteaux et les riches demeures. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'ils s'occupent des rideaux, des draperies et de l'ameublement. Certains sont même rattachés au rang de grands seigneurs. Ils peuvent donc porter une épée. Un artisanat vieux de plusieurs siècles, mais vous allez voir, ces techniques n'ont pas beaucoup changé. Enfin, rassurez-vous, les tapissiers de nos jours ne portent plus d'épée. Du côté de l'atelier de la maison Brasé, on est artisan tapissier depuis 3 générations. Il y a d'abord eu la grand-mère, le père, puis Rémi. Je m'étais lancé après le bac dans des études à l'école du Louvre, pas du tout pour prendre la suite de mon père. Et c'est justement un professeur que j'estimais au-delà de tout à l'école du Louvre qui m'a dit « Mais vous savez, l'atelier de votre père est quand même un bien bel endroit, il y fait du beau travail et ça serait dommage que ça s'arrête après lui. » Et je me suis dit, après tout, c'est peut-être pas idiot. Et j'ai commencé à travailler avec mon père, j'ai appris le métier ici. Vous m'auriez dit ça à 15 ans, j'aurais été surpris. Difficile d'échapper à son destin. Grâce à ce mystérieux professeur, Rémi perpétue un savoir-faire exceptionnel. Les techniques n'ont pas changé depuis le XVIIIe siècle. Après avoir fait un sanglage du siège, qui est à la base de la garniture, il y a une toile forte et je passe des lacets pour recevoir une première petite mise en crin qui va former une pelote. La pelote, en fait, c'est ce qui, avant, sur les garnitures anciennes, était à la place des ressorts, parce que les ressorts arrivent qu'en 1825. Donc du coup, ça permettait d'avoir une élasticité sur la garniture et avoir une garniture confortable. Et oui, il fallait penser au postérieur de monsieur tout de même. Aujourd'hui, il existe plusieurs sortes de garnitures. La mousse, le crin végétal, et au XVIIIe siècle, c'était du crin animal. Et à la maison Brasé, on vous l'a dit, on respecte les traditions. C'est soit du bœuf, soit du porc, soit du cheval. Là, c'est du crin blond, donc le crin blond est logiquement plus élastique que le crin brun. Alors ça, on va l'utiliser pour les dernières étapes, qui va apporter une élasticité, un confort plus moelleux. Le crin brun est un peu moins élastique. Une fois la première couche de crin posée, c'est l'heure du piquage. C'est une opération qui consiste à contenir le crin qui se trouve en dessous de cette toile pour commencer à donner au siège la forme qu'il aura au final. Donc cette forme dépend de son style. Donc là, on est sur un fauteuil de style Louis XV avec du volume, de la rondeur. Ensuite, on répète l'opération. Une deuxième couche de crin pour combler les irrégularités, apporter encore plus de confort et surtout donner une forme définitive au fauteuil. Laissons Anne se concentrer et allons voir Didier. Lui, il a déjà mis la garniture. Il s'occupe maintenant de ce brocart, un tissu du roi de Rome. L'étape que je fais actuellement, c'est de coudre et d'assembler ma plate-bande à mon plateau. Et après, une fois que tout est bien positionné, que mon tissu est rabattu, c'est-à-dire fixé par des semences, tout autour de la ceinture, je mets en application mon câblé.
Et attention, pas le droit à l'erreur. La tapisserie française a une réputation à tenir. Même au XVIIIe, même au XIXe, les bons tapissiers étaient en France. Ce n'est pas par chauvinisme, c'est un fait. Il y avait des tapissiers en Angleterre, en Allemagne, en Italie, mais les garnitures étaient très différentes des garnitures françaises. Et la garniture française et le tissu français. Les soieries lyonnaises étaient réputées au-delà de tout. Une notoriété toujours vraie aujourd'hui. Les fauteuils et les rideaux de Rémy occupent maisons, châteaux et musées dans le monde entier. Version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!